tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je tiens alors vivement à remercier Estelle et Arnaud parce que c'est aussi grâce à eux que cet événement est généré. Donc la présentation du jour, je vais essayer à travers mon expérience de partager mon point de vue et un point de vue plus global sur ce qu'est le management de transition. Alors, en me supportant un peu sur les activités et le marketing de DV Stratégique qui est ma structure, mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que le management de transition, qu'est-ce que c'est que le manager de transition et pourquoi. Donc, je vous propose euh, de commencer par le sommaire. Donc, DV Stratégique, qu'est-ce que c'est? Manager de transition, pourquoi? Qui est le manager de transition? Quel est son statut? Comment est-ce qu'on fait pour vendre le management de transition? Comment se passe un processus d'intégration quand effectivement une mission commence? Que se passe-t-il pendant le projet? Alors, dans le format d'organisation que DV Stratégie peut proposer, mais globalement, c'est aussi le format d'organisation du projet que le manager de transition doit avoir lorsqu'il est autonome. Euh, que se passe-t-il en fin de projet? Et ensuite, ben, c'est un questionnement. Voilà, quels sont vos atouts pour vous? Et j'espère que du coup, les 7-8 points qu'on va aborder seront générateurs d'interrogations et de questions que je vous invite soit à écrire sur le chat qui doit être quelque part par là dans le support. Estelle en fera Et en bas de la page. la synthèse. Et puis, je tenterai de répondre de manière interactive à vos questions. Donc, qu'est-ce que c'est que DV Stratégie aujourd'hui par rapport au management de transition? L'idée, c'était de générer dans le sens idéologique de l'entreprise des synergies, entreprendre pour accompagner les stratégies des clients, les projets des clients, participer aussi à la mise en place et au déploiement des compétences de mes partenaires, que ce soit des managers de transition, des sous-traitants ou des salariés que j'embauche sur certains formats de projet. L'idée, c'est de proposer une solution adaptée. Je vous donne simplement un exemple. Aujourd'hui, une entreprise, quelle qu'elle soit, dans une grande majorité, externalise son comptable, son avocat, son juriste, et a du mal à externaliser la qualité, la gestion des achats, la gestion de l'optimisation de production, alors qu'effectivement, c'est des éléments qui sont tout aussi importants pour l'entreprise et que de le confier à un véritable expert qui a un regard, on va dire, beaucoup plus déployé sur d'autres structures ou d'autres formats d'activité peut être une valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est effectivement de continuer à vous, experts métiers, à construire votre carrière tout en accompagnant des entreprises qui ont des activités innovantes ou des besoins de compétences de manière, on va dire, temporaire, du moins sur des formats de projet. Alors, pourquoi le manager de transition? Parce que ce que je viens de dire, une entreprise n'a pas forcément besoin d'un collaborateur permanent sur certaines fonctions, parce que le mode de consommation actuel génère mécaniquement des migrations de marché et qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin d'avoir une compétence à disposition de son entreprise à 100% du temps, parce que avoir un regard extérieur et aussi intervenir sur d'autres formats d'organisation, ça peut être enfin, sont de réelles valeurs ajoutées. Parce que la souplesse et l'agilité sont aussi de véritables atouts. Aujourd'hui, on a besoin d'une solution de service momentanée, hein, preuve année. Aujourd'hui, on développe énormément les solutions par le biais du net. Quand on en a besoin, pour la durée dont on a besoin. Voilà, Airbnb est un exemple flagrant. Donc, effectivement, nos formats de consommation, derrière, ont aussi des conséquences sur nos emplois. C'est logique et mécanique. Parce que ça permet aussi de pouvoir se concentrer uniquement sur son expertise. Aujourd'hui, il y a
trop de managers dans des entreprises qui sont de très bons ingénieurs qualité. On va prendre cet exemple-là. Un ingénieur qualité, au bout d'un moment, l'entreprise va grossir, le service va grossir, et de son expertise d'ingénieur qualité, on va lui demander de faire du reporting, on va lui demander de faire du management, on va lui demander de faire de la prospective, éventuellement de la compta sur la projection des coûts de son service. Et effectivement, ça a tendance à faire perdre pied à ces managers-là, parce qu'effectivement, on ne les accompagne pas du tout dans la montée en compétence de ces actions-là. Et effectivement, on se retrouve dans des situations souvent de non-retour. Le burn-out en est une conséquence que tout le monde connaît. Donc effectivement, l'idée aussi d'avoir ce statut de manager de transition permet de ne consacrer son activité d'intervention au sein des structures que sur son expertise métier et pas dans le management des ressources, puisqu'on est là plus pour accompagner et pour engager que pour manager. Euh, et puis effectivement, souvent on a tendance à se dire qu'un manager de transition, où c'est quand même une petite réalité, a souvent plus de 40 ou de 45 ans et il a encore beaucoup à apporter. Et ça permet aussi pour le coup de pouvoir choisir les projets. Alors, quand je note projet, ça veut aussi dire secteur d'activité, typologie d'entreprise, ETI, PME, PMI, artisan. Voilà, tout le monde, à un moment donné, a globalement besoin d'avoir un support extérieur sur une particularité. Et ce format de fonctionnement peut être une vraie valeur ajoutée. Alors, qui est le manager de transition? Le manager de transition aujourd'hui, ça peut être effectivement un expert métier, ça peut être un senior, ça peut être un retraité. Aujourd'hui, mon plus ancien manager de transition, il a 63 ans, c'est un expert de la qualité. Il fait de la validation de prototypes pour un équipementier aéronautique. Et le plus jeune a eu 45 ans, c'était un DRH sur la mise en place d'un APLD à la période du Covid. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément de règles. Par contre, il y a effectivement un besoin d'avoir une excellence opérationnelle, une seniorité, une vraie maîtrise de ses compétences et souvent une mobilité. Parce qu'effectivement, de temps en temps, les opportunités de management de transition, elles ne se passent pas à Toulouse. Voilà, elles sont dans les villes limitrophes. Aujourd'hui, il y a plus de besoins de management de transition sur Montauban, Albi, Figeac, Tarbes ou Carcassonne qu'à Toulouse. Parce qu'effectivement, souvent, ce sont sur des industries de pointe ou c'est du PME, PMI qui sont sur des situations critiques d'organisation territoriale et qui ne sont pas forcément basées sur Toulouse. Bien évidemment, pour revenir sur la situation, il est important d'avoir un savoir-faire technique, situationnel, managérial, opérationnel, un savoir-être, puisque forcément l'environnement dans lequel on va évoluer, au départ, on ne le connaît pas. Donc, il faut avoir de l'adaptabilité, il faut avoir de la disponibilité, il faut être capable de comprendre les enjeux. Il faut être aussi en capacité de prendre en compte le capital humain, parce que malheureusement, souvent, quand on intervient sur du management de transition, on arrive dans une situation qui est un peu critique au sein de l'entreprise. Et de temps en temps, on va venir pour presque remplacer un collaborateur qui est déjà en place du point de vue du chef d'entreprise. Et effectivement, là réside tout l'enjeu pour être capable de présenter à cette personne-là le principe qu'on est là pour l'accompagner, pour lui permettre de se redéployer et de se réépanouir dans son emploi plutôt que de prendre sa place. Ça, c'est hyper important. L'idée, c'est effectivement d'accomplir une mission spécifique sur une durée limitée dans le temps, ce qui veut dire que le cahier des charges au départ doit être défini, carré, explicite. Et c'est là aussi où, pour le coup, moi, j'interviens en compagnie
du manager de transition parce que il est important de pouvoir s'assurer que ces points-là soient verrouillés. Parce qu'effectivement, si on sort de la mission parce qu'il n'y a pas d'objectif précis, et parce qu'il n'y a pas de définition précise, on va toujours avoir tendance à en faire un petit peu plus, sauf que globalement pardon, le tarif de départ a été défini sur un projet spécifique. Et si effectivement il y a des missions supplémentaires ou connexes, ça doit faire part d'un complément de devis de facturation. Et effectivement, si ce n'est pas abordé au départ, c'est plutôt compliqué d'arriver à le mettre en œuvre à la fin. Je pense que plein d'entre vous sont en connaissance de cause de cette situation-là. L'idée, c'est effectivement que le management de transition révèle ainsi sa spécificité par rapport à d'autres options externes, puisque ça reste de la sous-traitance, mais ça reste de la sous-traitance in situ. Et pour le coup, il y a une interaction qui est beaucoup plus prégnante que d'avoir un sous-traitant externalisé ou une société de service. Il commence par un A, pour citer un peu le périmètre toulousain, où on envoie souvent des jeunes ingénieurs faire le boulot et où effectivement les attendus de départ ne sont pas effectifs et efficaces en termes opérationnels. Alors, le statut, ça c'est important. On en parlait un petit peu avec Estelle au début, avant que j'intervienne. Le statut doit être quelque chose qui est réfléchi au départ, mais ça reste un support. Et ça n'est pas la finalité du statut qui doit définir la capacité d'intervention d'un manager de transition. Ce qui définit la capacité d'intervention d'un manager de transition, c'est sa compétence et sa capacité à intervenir au sein de la structure et chez ses clients. Le support peut être divers et varié. Ça peut être de l'intérim, du CDD, du CDI de chantier, travailler pour une société de portage en étant indep, en étant auto-entrepreneur, en créant sa structure, peu importe. Au départ, il y a toujours un galop d'essai. Ça finira si effectivement le manager est vraiment efficace. Ça finira avec une... je suis désolé, il y a une énorme faute de frappe que je viens de voir par là. Ce n'est pas un manager, hein, c'est un manager. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur son expertise métier et ensuite de faire un premier test avec un galop d'essai. Alors souvent sur une mission en intérim ou en auto-entrepreneuriat, c'est le plus facile à faire pour se tester. Et ensuite, effectivement, on peut y aller. Il y a aussi d'autres formats dont je parlerai un petit peu après qui peuvent être usés pour pouvoir développer son démarrage de manager de transition. Voici, grosso modo, les modèles sur lesquels on peut effectivement appréhender son développement. Le manager de transition, il y a le consulting externalisé et ou en temps partagé, et il y a la science technique, qui sont trois formats de solutions et de prestations de services qui existent aujourd'hui, beaucoup dans le monde toulousain et beaucoup dans le monde de l'aéronautique, mais qui sont des formats qui doivent être définis suivant les cibles et les structures sur lesquelles on va intervenir. Donc, par rapport au management de transition, l'idée, c'est de le marketer, je perds ma souris, c'est de le marketer d'une manière à dire qu'effectivement, on a une vraie expertise pour aider à atteindre les objectifs et qu'on combine une expérience et une compétence ou des expériences et des compétences sur une période de transition au sein d'une entreprise pour les aider à redessiner les contours. À titre d'exemple, ça peut très bien être un expert qualité qui va accompagner l'entreprise à obtenir une certification ISO ou EN, et une fois que la certification est obtenue, avec l'accompagnement lors des audits de l'autorité, disparaître du panel de l'entreprise, mais en revenant en consulting externalisé en temps partagé pour faire des audits réguliers, ou ça peut être quelqu'un qui a une spécificité en achat, qui va refondre un panel
de fournisseurs, en réécrivant le cahier des charges, en refaisant une sélection des fournisseurs et effectivement, une fois que les accords achats sont verrouillés, disparaître de l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est aussi quelques exemples de management de transition qui peuvent effectivement servir de support pour cette activité-là. Dans la continuité, le consulting externalisé est effectivement quelque chose qui peut se faire de manière assez similaire. Par exemple, pour revenir sur mon manager de transition de 63 ans dont je parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui intervient régulièrement chez un équipementier très connu, historique à Toulouse, et qui, chaque fois que la structure fabrique un prototype, intervient dans la structure pour rédiger les FAI, qui sont les documents de validation de la première inspection du document, du produit, pardon, pour qu'effectivement celui-ci puisse être mis plus ou moins en production derrière. Donc effectivement, ça permet aussi à l'entreprise de pouvoir faire intervenir une compétence liée à un de ses métiers de manière temporaire. On fait la même chose quand le technicien vient dans l'entreprise pour faire une maintenance de la climatisation, de la machine à café ou des extincteurs. On n'a rien inventé, le modèle existe déjà et on fait simplement que le dupliquer en l'adaptant à la situation de l'activité de l'entreprise. Ça peut être pour le coup deux typologies d'activités qui interviennent sur les secteurs de l'entreprise qui sont les secteurs clés. Alors, j'en ai mis quelques-uns, bien évidemment. Il y a sur de l'optimisation opérationnelle, on peut parler souvent de direction générale, de direction technique, de direction des ressources humaines. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se dire qu'à un moment donné, on a une capacité de pouvoir intervenir sur quel que soit le service de l'entreprise. Il est souvent plus facile d'intervenir avec des PME, PMI qui sont sur des petites entités ou des ETI qui ont des agences réparties sur le territoire et sur lesquelles on va intervenir. Un format potentiel de démarrage pour aller vers le management de transition, ça peut être l'assistance technique. Alors, l'assistance technique, tout le monde connaît, hein, c'est des métiers qui sont déployés par des grandes marques comme Accenture, Alten, Capgemini, etc. L'idée, ça permet effectivement d'intervenir sur un mode projet parce que ça reste du mode projet, en ayant un contrat souvent à durée indéterminée, parce que c'est rassurant, mais parce qu'on est en France et parce que le contrat à durée indéterminée aujourd'hui est un peu une ligne directrice sur notre fonctionnement français, qu'en France d'ailleurs, hein, pour la petite occasion, pour l'anecdote. Donc effectivement, le format de l'assistance technique peut être un premier support pour pouvoir se lancer et savoir si effectivement on est en capacité de pouvoir intervenir de manière autonome au sein d'une entreprise, sachant que par rapport à l'assistance technique, ce qui diverge véritablement de l'organisation, c'est que le manager de transition ou le consultant externalisé en temps partagé va être autonome dans son quotidien et dans son mode opératoire, alors que sur l'assistance technique, le management opérationnel va être effectivement effectué par l'entreprise dans laquelle on intervient. Quelques exemples aussi de secteurs ou de métiers ou de solutions sur lesquelles on exerce en assistance technique, sur lesquels j'ai repris sans grandes innovations les services sur lesquels on peut intervenir de manière régulière. Comment se passe le processus d'intégration? Alors, ça, c'est un point important. Le postulat de départ, il doit forcément être double. Vous avez une expertise et vous pouvez solutionner un besoin client et un client a besoin d'une expertise et du coup recherche un expert. Donc, il faut juste arriver à trouver la bonne structure ou le bon expert, ça dépend du point de vue de positionnement, pour qu'effectivement la mission puisse démarrer. L'idée, c'est que
On fait comme dans toute action commerciale classique, un premier rendez-vous qui va nous permettre d'identifier si effectivement le besoin est présent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et que le cahier des charges soit clair. S'il n'est pas clair, dans l'activité de ce que je peux proposer, pardon, dans l'activité de ce que je peux proposer à travers des stratégies, j'essaye aussi de faire en sorte que le cahier des charges soit clarifié pour qu'effectivement les résultats soient positifs pour l'ensemble des parties. Si j'existe pas dans le processus, le manager de transition doit être autonome sur ce parti-là et donc effectivement le cahier des charges doit être clair. Et une fois que que la prestation a démarré, il doit y avoir un suivi avec un rapport d'étonnement. Alors vous le gardez pour vous le partagez avec le support que moi je peux vous porter sur les premiers jours, sur la première semaine, ce qui peut nous donner une analyse aussi pour s'assurer que le cahier des charges est vraiment la réalité du besoin. Et ensuite, il faut faire des points réguliers. Alors, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça dépend du format et de la relation qu'on a avec le client. Il est intéressant de poser un support pour tracer les états de situation à chaque fois et ensuite de faire des points de manière régulière pour qu'effectivement l'avancée du projet soit connue, surtout si c'est un projet qui dure un petit peu dans le temps comme une certification qualité par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure. Et de surcroît, si votre client fait partie d'une ETI et qu'il n'est pas physiquement présent sur le site sur lequel vous intervenez, où effectivement il y a besoin d'avoir une capacité de reporting et que ce sujet-là est quand même important dans le fonctionnement de la relation entre le manager et le client. Pendant le projet, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il est important de faire des points réguliers. Il est important aussi d'être à l'écoute. Donc, la notion de hotline, la notion de support, la notion de point projet sont des informations qui sont importantes. Alors, il faut savoir les périmétrer parce que c'est important de partager l'information pour pouvoir poser des phases et éventuellement demander des tâches ou des actions à certaines parties qui sont interactives au projet. Et puis ensuite, ça permet aussi d'identifier si il y a d'autres sujets au niveau de l'entreprise qui sont en déficit de compétences ou en déficit de valeur et qui ont éventuellement une interaction dans le projet qu'on est en train de mener. Donc voilà. Et accessoirement, ça peut permettre aussi, si vous travaillez en collaboration avec une société comme DV Stratégie ou une société de portage ou une autre société de prestation, de pouvoir remonter aussi de l'information pour pouvoir développer des activités sur d'autres périmètres métiers qui ne sont pas dans votre champ d'expertise. L'idée, c'est aussi d'avoir de la cohérence et de se regrouper à travers les solutions que moi je peux proposer sur des événements pour qu'effectivement on puisse partager ces contraintes, ces blocages et qu'effectivement par rapport à ça, on essaye d'adapter les réunions à travers des visios comme on est en train de faire, des repas, des afters, enfin voilà, tout ce qui peut être interactif, mais en tout cas valeur de partage pour pouvoir aller capter un petit peu plus d'informations ou partager ces informations. En fin de projet, que se passe-t-il? Alors là, c'est toujours pareil. La problématique de la fin de projet, c'est que quand souvent on a la tête dans le guidon, comme on peut tout savoir quand on est dans un projet, il est important de savoir ce qui va se passer après. Alors, ça m'est arrivé avec le fameux expert en ressources humaines dont je parlais tout à l'heure, qui effectivement, une fois qu'il a mis en place l'APLD, le client a eu la gentillesse de me dire votre manager est très efficace et du coup, on a décidé de l'embaucher comme DRH. Donc, c'est plutôt valorisant parce que ça veut dire que j'avais bien identifié le besoin et que j'avais trouvé la bonne solution. Mais du coup, j'ai perdu une ressource. Mais ça peut être aussi une opportunité de rebond professionnel. C'est pour ça que je l'ai noté dans cette présentation.
Ça peut être bien évidemment la bascule vers un nouveau projet parce que c'est quand même un peu l'essence de l'activité d'un manager de transition. Ça peut être la continuité d'un projet en parallèle parce qu'effectivement, de temps en temps, sur des missions de transition, on a tendance à diminuer son interactivité sur ce projet-là et à faire un petit peu de consulting en temps partagé. Et du coup, en parallèle, de temps en temps, on démarre une autre mission. Et donc, effectivement, une fois que la première mission est finie, on peut se concentrer sur la deuxième. On peut se mettre en pause, bien évidemment, hein, qu'elle soit convenue, prévue pour congé ou autre. Et on peut arrêter la collaboration au choix d'une des deux parties une fois que le projet est fini, dans le cadre où effectivement, on va être sur un format, comme je le montrais au début, de contrat, CDD, CDI ou portage salarial. Les bonnes questions, aujourd'hui, c'est effectivement de savoir quelle est votre expertise. Est-ce que vous savez la valoriser? Est-ce que vous savez la marketer? Si vous voulez aller vers ce métier-là ou vers ce statut-là, parce que c'est au-delà d'un métier, ça reste aussi un statut, quelles sont vos craintes? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait jusqu'à là? Alors souvent on dit c'est parce que je suis en CDI et c'est difficile de quitter mon CDI, mais en fait CDI c'est un support administratif et contractuel, ça n'est pas un métier. Donc est-ce que je suis capable de dépasser cette situation-là? Est-ce que vous avez envie aussi de transformer votre carrière, de changer le mode de fonctionnement, de devenir un petit peu plus autonome, de devenir un petit peu plus maître de votre future carrière? Être un manager ou être un consultant externalisé, ça va vous permettre surtout de vous concentrer sur votre expertise métier. Et par expérience, pour y être aussi un petit peu passé, si effectivement, à un moment donné, on est vraiment technique, quelle que soit la technologie, on va dissiper en étant sur ce format-là des problématiques de management de ressources, de management de moyens, puisque notre job, ça va être de faire de la recommandation, d'inciter les gens avec qui on travaille, le chef d'entreprise, à investir sur tel ou tel moyen ou telle solution. Après, effectivement, il faut être capable de le justifier, mais comme on a un statut d'extérieur, c'est souvent plus facile en ayant ce statut-là de justifier le pourquoi de l'acquisition de telle ou telle technologie ou tel moyen, plutôt qu'effectivement en étant à part entière salarié, où effectivement on a encore un postulat pour la énième demande. Voilà, on te dit débrouille-toi avec ce que tu as. Après, ça peut être aussi une suppression des aléas, les objectifs, voilà, qui ne seront fixés que par vous-même, d'avoir une valeur sur laquelle vous allez choisir de travailler avec telle ou telle entreprise. Il y a plein d'artisans, plein de PME, plein de PMI qui ont besoin d'avoir des supports. Et c'est peut-être des environnements sur lesquels vous avez capacité à intervenir et vous n'avez jamais forcément osé le faire. Donc, c'est important de le faire. Pour conclure, je vais simplement vous partager une expérience personnelle. J'ai été manager de business unit pendant des années. Et il y a un épisode qu'on a tous vécu qui s'est produit le 13 mars 2020 où je me suis retrouvé dans une structure qui était sur de la prestation de services avec une trésorerie qui était pas dingue, une gestion qui était un peu au fil de l'eau et effectivement la sanction est tombée. On est passé de 60 collaborateurs le 13 mars à 10 en activité le 16 mars. Et donc, effectivement, la situation est compliquée. Donc, j'ai quitté cette structure et j'ai créé des stratégies le 1er avril, immatriculé le 1er avril 2021. Je vous laisse imaginer la situation, puisqu'au mois de mars 2021, on est reparti
dans un confinement qui était à peu près similaire au précédent. Et malgré tout, j'ai des collaborateurs qui m'ont accompagné, j'ai des clients qui m'ont accompagné et on a réussi à relever le challenge et on a développé les activités de DV Stratégie qui aujourd'hui fonctionnent plutôt bien. On a la chance d'être référencé chez les équipementiers aéronautiques, chez des rangs 1, chez des PME, PMI. On travaille sur des projets comme les lignes d'assemblage d'Airbus, les lignes d'assemblage de Dassault, les avions à hydrogène, le futur moteur, enfin le futur outillage qui va permettre à Porsche d'assembler son nouveau moteur hybride pour la 911. Enfin, tout un tas de projets innovants et qui sont des projets qui, effectivement, j'arrive à obtenir de par les expertises des collaborateurs et des experts qui me font confiance et de par ce dynamisme qui m'apporte parce qu'effectivement, on est sur une équation gagnant-gagnant et le dynamisme commercial que je peux développer, je le développe aussi parce que je sais que derrière, j'ai des gens de confiance qui peuvent intervenir sur des expertises spécifiques. Je pense que de mon côté, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que ça, c'est une de mes vraies bonnes qualités. J'espère que vous avez des questions. Je sais que vous devez être 34-35 de l'autre côté de l'écran. Donc, Estelle, je ne sais pas s'il y a déjà eu des écrits ou quelques questions. Je suis prêt à… Alors, dans le chat, j'ai des bonjours, c'est sympa. Mais maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez ouvrir votre micro et la poser en direct. Et pour te confirmer, Bruno, tu as été parfait dans la diction. Voilà. Ok, merci. C'est compliqué toujours de faire une intervention avec des… J'ai 3 écrans devant moi avec des vignettes. Donc voilà, je préfère le 3D, mais effectivement, c'était compliqué d'arriver à réunir tout le monde au même endroit. Arnaud, tu as ouvert ton micro. Tu avais une intervention peut-être. Oui, bonjour. Merci Bruno pour ta présentation. Peut-être pour fixer les choses, est-ce que tu peux un peu parler des aspects, disons, commerciaux et financiers, tant pour le salarié que pour l'entreprise de la gamme? Bien sûr, tu as présenté plusieurs solutions, donc j'imagine que ça varie beaucoup, mais je pense que c'est important aussi que les gens se rendent compte un peu de comment ça fonctionne en pratique pour une mission et… Bien sûr. Alors, le modèle économique, quelle que soit la situation métier, c'est-à-dire que je vais revenir sur le… Là. Quel que soit le modèle, que ce soit du management de transition, du consulting externalisé ou en temps partagé ou de l'assistance technique, le modèle économique, il est calculé sur une facturation qui se fait au TJM. Donc, le TJM, c'est le taux journalier moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on intervient chez un client, on va dire ma journée d'intervention, elle va vous coûter 250, 300, 450, 500, 700, 900, 1200 euros par jour. Et ceci multiplié par le nombre de jours d'intervention. Cette notion de TGM, c'est une notion de base. Il faut absolument, sur une stratégie commerciale, penser à intégrer dans ce taux journalier moyen la prestation que vous réalisez, le coût, sa valeur ajoutée de votre expertise que vous facturez, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous habitez à Toulouse et que la prestation, elle se passe à Albi, au quotidien, vous allez à Albi. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des frais de carburant, de péage. Dans votre fonctionnement, vous travaillez de manière autonome. Donc, vous avez votre ordinateur, souvent votre suite Office, votre téléphone mobile, votre abonnement de téléphone mobile, etc. Donc, effectivement, dans le calcul de votre package de prestations, il faut absolument prendre en considération les outils que vous allez utiliser au quotidien, les moyens que vous allez utiliser au quotidien et que vous allez mettre à disposition de votre client. Parce qu'effectivement, quand vous allez faire un reporting ou un tableur Excel ou une présentation sur PowerPoint, alors je cite les marques parce que c'est souvent Office aujourd'hui qui est déployé, mais ça peut être aussi du Google Suite.
c'est vos outils à vous. Donc voilà, donc effectivement, les 13 ou 14 euros, je ne sais plus, hors taxe de la suite Microsoft, il faut savoir la refacturer dans la prestation de votre client. Donc effectivement, c'est en gros 1 euro par jour. C'est la suite Microsoft. Le téléphone, si vous payez 50 euros. Si vous payez 50 euros d'abonnement, et ben, ça revient aussi effectivement à faire 2 euros, 3 euros par jour d'abonnement de téléphone. Donc effectivement, il faut, au-delà de son expertise métier que vous avez valorisé à hauteur de 400, 500, 600, peu importe, voilà, il faut intégrer le coût de l'utilisation de vos moyens et le coût de vos déplacements. Et notamment, j'ai fait travailler un management transition qui est un gazard, parce que le management de transition, c'est quand même très gazard en France. Il me facturait l'avion. Et donc, effectivement, je lui ai demandé, dans son taux journalier moyen, d'intégrer le coût de son billet d'avion et de le déployer sur le taux journalier, puisque moi, je refacturais au client le taux journalier. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir comment on fait pour calculer son taux journalier moyen en intégrant les outils. Et ensuite, il faut considérer qu'en gros, si on est salarié d'une société ou en portage salarial, on va à peu près perdre entre 30 et 50 points de la valeur du TGM. Et si on est auto-entrepreneur, au début, c'est super fun parce que les charges ne sont pas élevées. Mais la deuxième année, il y a quelque chose qui s'appelle le retour de bâton et qui fait un petit peu mal. Donc, il faut faire attention parce que du coup, on va prendre les charges de la première année plus une projection de la deuxième année sur les charges de la première année, enfin sur les coûts de la première année pour la deuxième année. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles, effectivement, il ne faut pas se tromper. Pour donner une valeur indicative, aujourd'hui, un management de transition, ça se vend entre 500 et 1200 euros la journée, suivant la durée, suivant le projet et suivant les attendus. Bien évidemment, si vous gagnez un contrat ou l'identification, je reprends mon histoire de la certification qualité parce que c'est un sujet qui peut durer dans le temps suivant la grandeur la grosseur de l'entité. Si vous gagnez un projet sur 1 an, vous ne pouvez pas facturer 1200 euros tous les jours, ce n'est pas possible, ça ne passera pas. On ne va pas dépenser 250 000 euros pour un consulting externalisé, quoi. Donc, effectivement, à ce moment-là, il faut revoir un peu sa copie et peut-être redescendre sur une valeur aux alentours de 500, ce qui est plus raisonnable. Et puis vous, en termes de projection, si vous signez effectivement un accord de prestation sur 1 an, ça vous permet quand même de vous projeter en sachant que pendant 1 an, ce qui représente en gros 200 jours d'activité, vous allez facturer 500 euros par jour et qu'en gros, ça fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même plutôt confortable sur cette situation-là. Donc, effectivement, plus c'est court, plus c'est cher. Plus c'est long, moins c'est cher. Mais en même temps, il faut que le prix de facturation soit en lien avec l'expertise que vous emmenez. Et j'ai répondu, Arnaud? Merci beaucoup, Bruno. Oui, ça donne un bon éclairage sur le type d'activité, effectivement. Une question, dans les missions que tu mentionnais, enfin, mon expérience, il y a aussi pas mal de missions où le client a besoin de remplacer quelqu'un qui est soit en arrêt maladie, soit en changement de carrière, etc. Et donc, effectivement, quelquefois, les missions sont peut-être assez courtes, puisque ça peut être la transition en attendant le recrutement de quelqu'un de manière permanente. Oui, tout à fait. Quel est l'équilibre de la durée des missions dans ton expérience? Aujourd'hui, on est sur une moyenne qui dure entre 3 et 6 mois. Voilà, ça dépend vraiment. Mais la moyenne classique, c'est entre 3 et 6 mois parce que, voilà, si on parle d'achat, refaire un panel fournisseur, voilà, entre la rédaction, la re-rédaction du cahier des charges, la consultation des fournisseurs, la rencontre des fournisseurs et puis la finalisation de l'appel d'offres avec les délais nécessaires
aux challengers pour pouvoir répondre. Voilà, le remplacement pour maladie d'un manager ou d'un responsable de site. Alors, je l'ai eu fait en 2019. On a, dans ma précédente vie, alors c'était du management de transition, même si le collaborateur à l'époque, je l'avais CDIsé. On a remplacé un responsable de site qui avait eu un accident de moto. Et on savait au départ qu'effectivement, il allait être absent pendant 4 mois. Donc, on a fait la mission pendant 4 mois et puis la personne a eu des complications. Ça a un peu duré et pour le coup, quand il est revenu aux affaires, il a expliqué à sa direction qu'il n'avait pas forcément envie de reprendre son job, que les retours qu'il avait eus du manager que nous avions recruté étaient plutôt positifs et que du coup, s'il y avait une opportunité sur notre poste, étant donné qu'on avait un bon manager en place, hein, il pourrait partir vers une autre fonction. Et donc, effectivement, il est parti vers une autre fonction au sein du groupe hein, et notre client nous a embauché le manager de transition. Voilà. Bon, ce n'était pas du tout prévu au départ, mais ça peut être aussi une solution. Mais la durée moyenne, voilà, c'est toujours entre 3 et 6 mois. Voilà, hormis le fait d'avoir une mission particulière, mais c'est souvent ça. Merci beaucoup, Bruno. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On a un message de Julie qui a dû s'échapper, qui remercie beaucoup pour cette intervention. Donc, merci Bruno. Une autre question? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Oui, j'ai une question, si possible. Oui. Oui. Peut-être ma question sera un peu compliquée, mais est-ce que, Bruno, vous pourriez peut-être apporter certains éléments liés à ce type de management de transition, mais à condition du contrat à l'étranger? Puisqu'aujourd'hui, ce que j'observe, il y a pas mal de chasseurs de tête, notamment sur LinkedIn, Malte, etc. Et souvent, c'est des sociétés qui se situent en Europe, toujours en l'Union européenne, et qui n'hésitent pas à embaucher pour le pays tiers. Et donc là, je suis d'accord avec vous totalement sur les principes, surtout les principes que vous nous avez parlé. Mais ce qui n'est pas très clair, c'est surtout la partie financière et fiscale puisque en fait, ce n'est pas du tout clair déjà comment on facturer ces sociétés si on est en micro-entreprise ou même si on a des frais, mais on est... En fait, c'est pas du tout clair vis-à-vis du statut en France. En fait, une fois qu'on travaille pour 6 mois et plus en tant qu'intérim, donc en gros, c'est un contrat intérim CDD à l'étranger, c'est pas du tout clair comment montrer ça, quel est ton statut en France et comment le montrer ici, en fait. Donc, si vous avez peut-être des éléments concernant ce point. Ouais, alors, en ce qui concerne l'intervention pour des sociétés qui sont basées à l'étranger, je ne vais pas vous aider parce que ça reste du droit du pays dans lequel est basée la structure. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que en France, on a la chance d'avoir un accompagnement qui est très cadré, et très protecteur du salarié, et ce, quel que soit son statut. Alors, c'est très contraignant quand on est chef d'entreprise parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'assurer, mais par contre, c'est très rassurant quand on est salarié ou intervenant. Quel que soit le statut contractuel, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit indépendant. Quand on dit qu'on est indépendant, c'est qu'on a créé une entreprise. Quelle que soit la formule de l'entreprise, ça reste une entreprise. Qu'on soit salarié, donc on peut être salarié intérimaire ou on peut être salarié d'une entreprise. De toute façon, on est légiféré par la loi française
pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on va facturer un taux journalier moyen. Si on est sa propre entreprise, on va effectivement récupérer la facturation de ce qu'on a facturé au client. On va reverser à l'URSSAF des charges patronales et salariales. On va reverser la partie de la TVA à la DGFiP. Bon, sachant que ça, vous n'allez pas le faire. Ils sont très, très forts. Ils savent le faire tout seuls pour venir récupérer l'argent sans que vous avez calculé les valeurs. Ils viennent vous le prendre tout seuls. Donc ça, c'est en France, dans un cadre en France, c'est très cadré. Et il ne faut pas oublier que ça vous amène aussi, pardon, dans ce cadre-là, une protection sociale, puisque vous avez la sécurité sociale, vous avez une mutuelle par essence, une prévoyance en cas d'accident, etc. Effectivement, je l'ai eu fait quand j'avais 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans, dans mon début de carrière, où j'étais technicien de maintenance dans le secteur de l'aéronautique, où je travaillais pour une société qui était basée à Jersey. Je gagnais très, très bien ma vie. Sauf qu'effectivement, j'avais aucun support social en France, aucun déclaratif en France. Voilà, donc effectivement, il faut faire attention pour qui on travaille. C'est la même philosophie que ce que je disais tout à l'heure, où quand on choisit l'entreprise pour laquelle on va intervenir, il faut aussi choisir la structure pour laquelle on va travailler. Parce que le contrat de travail ou la facturation ou le gain derrière ne sont que des conséquences sur l'expertise qu'on va être capable de déployer et les solutions qu'on va être capable d'amener à nos clients au quotidien. Donc, il ne faut pas que la part du gain ou la typologie du contrat soit l'indicateur majeur pour choisir d'aller faire du management de transition. Il faut vraiment que ça soit votre expertise qui le fasse. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous travaillez ou si vous intervenez pour une entreprise, faites-vous salarié ou faites-vous rémunérer par une entreprise qui soit dans le même pays. Voilà, parce qu'il y a des réglementations qui sont particulières. Le droit du commerce européen n'est pas le droit du commerce français. La législation et tout ce qui est système de facturation, c'est la même chose. Donc, moi, j'engage tout le monde à dire, voilà, vous travaillez en France, créez un statut d'entreprise en France ou faites-vous salarié par une entreprise française. Vous allez travailler au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre ou en Allemagne. Faites-le dans le pays dans lequel vous êtes. Parce qu'après, les passerelles sont très compliquées. Si un client décide de ne pas vous payer, vous n'aurez personne aujourd'hui qui va vous accompagner pour aller récupérer vos effets. Ou alors ça va durer et les gens qui vont vous accompagner vont vous prendre un pourcentage important de com sur la récupération des effets. Et quand vous aurez récupéré les effets et que vous allez du coup payer vos charges patronales, sociales et vos impôts, ça sera une opération blanche où vous n'aurez pas gagné d'argent, voire ça vous aura coûté de l'argent. Donc aujourd'hui, je pars du principe où effectivement, si vous intervenez en France, trouvez une solution de support française. Si c'est à l'étranger, ce que je retiens, et en gros, ce que je retiens, il vaut mieux être un salarié de ce pays, quoi que ce soit le Portugal, l'Espagne ou l'Allemagne. Je sais pas ce qu'il faut, j'ai pas suffisamment d'expérience et d'expertise par rapport à ça. La seule réponse que je peux vous dire, c'est que dans les us et coutumes du pays, il vaut mieux être effectivement dans un environnement identique que dans un environnement différent. Soit rester sur le contrat de consulting, par exemple, et continuer à facturer tout en ayant la sécurité française. Ça veut dire l'assurance, maladie, sécurité sociale. Ouais. Après moi, oui. Après, encore une fois, je n'ai pas de retour d'expérience et j'évite d'aller travailler avec des entreprises étrangères
parce que c'est compliqué. Il y a une notion d'interculturalité. Voilà, moi, je n'ai pas une multinationale, donc je n'ai pas des experts. Alors, effectivement, je pourrais faire appel pour le coup à des managers de transition pour aller chercher ces expertises-là. Mais aujourd'hui, c'est toujours pareil. L'équation entre le gain et l'opportunité mérite pas forcément de faire ce type d'action. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était très important. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Nous avons encore 5 minutes, donc profitez-en. Guy, tu n'as pas une question? Ah si, j'en étais sûre. Je m'en doutais que tu allais m'appeler. Alors, je remercie Olga. Elle a parlé très, très doucement. C'était très compréhensible. Par contre, il y a Bruno avec l'accent toulousain quand tu es en Suisse. C'est pas facile, hein, ça va vite. Hein. Mais bon, on s'y fait. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. Je sais aussi parler français. Hein. Ça va. Je sais aussi boire du fondant. Hein. Comment? Je sais aussi boire du fondant. Oui, ah ben voilà, c'est très bien. Et de la fondue qui va avec. Voilà, et la fondue qui va avec. Il fait froid en ce moment. Non, alors j'ai beaucoup apprécié l'esprit parce que moi, je vois ça de manière un petit peu altruiste parce que bon, bah, moi, j'ai déjà dépassé les 63 ans, donc je suis quand même à la fin, quoi, hein. Donc, mais c'est de pouvoir utiliser les expertises des vieux cons. Hein, ce qu'on appelle les vieux cons dans l'entreprise, qui en ont marre de devoir faire, comme tu l'as dit, des tas de choses qui sont tout à fait autres que leur domaine d'expertise, hein, parce que plus tu es vieux, plus on te demande de choses de paperasse et de choses comme ça, alors que nous, notre rêve, c'est de pouvoir poursuivre et donner notre savoir-faire, notre vécu. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, il y a d'autres possibilités quand on se retrouve dans des périodes difficiles, tout ça. Mais il y a aussi, moi, je pense beaucoup aux gens de plus de 60 ans qui ont oui, envie d'autre chose parce qu'il leur reste 2-3 ans à faire. Bon, en Suisse, c'est 65, hein, donc on a encore 2 ans. Mais ça peut être très, très intéressant. Et DV stratégie, il faudrait mettre DVC stratégie, défendre les vieux cons stratégie. Ouais. Merci. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant au niveau des marches. Par contre, je termine tout de suite pour que tu puisses répondre. Moi, l'offre ne me paraît pas suffisante parce que ce que tu proposes, c'est qu'il faut avoir un statut d'auto-entrepreneur, il faut avoir un statut de SA, il faut avoir un statut de quelque chose. Pourquoi ne pas aller au bout de la démarche et de faire comme Adecco, dire tu viens, tu pointes, tu es embauché, tu as un salaire, tu as une fiche et tu t'occupes de rien. Parce que, comme l'a fait remarquer Olga, c'est quand même assez lourd. Est-ce que je me déclare auto-entrepreneur? Comment ça marche? Toi, tu as mis 1 an et 1 mois pour monter ta boîte. Je ne sais pas si auto-entrepreneur, tu peux le monter en 8 jours, mais c'est peut-être un peu compliqué aussi. Est-ce que tu ne pourrais pas proposer un service qui va jusqu'au bout? Ah, si, mais c'est ce que j'ai expliqué au départ, c'est-à-dire que on peut très bien, je l'avais noté, voilà, je l'avais noté sur ce slide-là. On peut très bien faire de l'intérim, être en CDD, être en CDI, enfin avoir un statut de salarié. D'accord. Et c'est toi qui gères le truc, tu passes par un Adecco ou un truc comme ça? Ouais, alors moi je passe par Synergie parce Oui, que je bon. suis qu'avec eux, mais effectivement, je le fais parce que ça nous permet d'avoir de la souplesse, bien évidemment. D'accord. L'idée de le faire à travers des stratégies, c'est qu'effectivement, moi je suis le facilitateur de la situation et qu'effectivement, on a besoin d'avoir de la réactivité dans ce cadre-là et que la solution du travail temporaire est une bonne solution. Mais l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'était surtout d'expliquer, de valoriser le métier
du manager de transition et pas de excusez-moi, je modifie ça parce que ça m'écorche l'œil. L'idée, c'est de valoriser le métier du manager de transition alors, au travers de l'expérience DV Stratégie, mais DV Stratégie dans l'équation n'a pas entre guillemets, n'a pas de valeur. L'idée, c'est surtout de vous inviter à aller vers ce métier-là. Après, des supports comme DV Stratégie, il y en a plein. Il y a du Robert Watson, il y a de ADECO qui en fait. Il y a les agents de travail temporaire avec le CDI intérimaire, on fait aussi un petit peu maintenant. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de faire, de trouver la solution du support. Après, je mettais effectivement toutes ces possibilités-là parce que c'est la même chose que le choix de son client. Il faut aussi être en capacité de choisir son statut et ça peut être effectivement une statut d'indépendant, d'auto-entrepreneur ou de salarié, bien évidemment. Ok. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'anecdote sur les vieux cons. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. C'était au début de l'été. J'ai un client qui m'a sollicité pour aller faire un transfert industriel dans une grosse société qui assemble des avions en France, qui est un petit peu connue, et où il fallait déplacer les bâtis d'assemblage de la pointe avant d'un modèle pour laisser de la place à un autre modèle qui est en train d'être vendu et développé de manière beaucoup plus importante. Et quand on est arrivé pour faire l'audit du site, alors c'est au bord de l'océan, là, entre Nantes et Rennes, pour ne pas citer le lieu. On est arrivé et là, on nous a expliqué que, effectivement, ils n'avaient plus de plan et que pour des raisons de gestion de cette fabuleuse loi qui s'appelle la RGPD, ils avaient jeté et détruit des plans en décembre 2021. Hein, on était en début juin 2022. Donc, en décembre 2021, ils ont jeté les plans d'installation de ces fameux bâtis d'assemblage, sachant qu'ils savaient déjà qu'ils allaient les déplacer, hein, mais ils ont quand même jeté les plans pour faire de la place et respecter la RGPD. Et donc, on s'est retrouvé sans plan. Donc, une de mes actions a été de passer du temps à retrouver des personnes qui avaient pu travailler dans les années 90 sur la fabrication de ces bâtis d'assemblage-là pour essayer de retrouver dans leur mémoire les valeurs sur lesquelles nous, on avait des trous de connaissances et d'expertise. Donc voilà. Et j'ai réussi à retrouver un des acteurs qui a bien voulu repartager son capital d'expérience pour pouvoir effectivement démarrer le transfert de ce transfert industriel. Pardon. Donc effectivement, là, pour le coup, je peux vous assurer que le TGM, ce n'était pas 500 €, hein, parce que pour le coup, à un moment donné, il faut savoir aussi faire du commerce un peu. Donc voilà, donc ça a coûté 1 500 € par jour, plus les défraiements de déplacement. Et on a réussi, voilà. Et j'ai réussi à travailler sur ce projet-là pendant 4 mois. Donc voilà, donc le monsieur que j'ai récupéré était heureux comme un pape, hein, parce qu'il s'est remis à payer des impôts du coup. Mais pour en est qu'effectivement, on est plein dans l'actualité du départ à la retraite à 65 ans, sachant qu'en France, l'âge moyen de départ à la retraite, a priori, c'est 58. Hein. Sauf qu'à force de se séparer de tous ces vieux cons, on n'a que des jeunes cons qui ne savent plus bosser. Donc effectivement, voilà, on a vraiment de l'essence à revenir fortement vers du management de transition pour ramener un peu d'expertise et de connaissances dans les entreprises. Parce que ce n'est pas le tableur Excel qui va nous sauver, quoi. Ni l'ISO 9001. T'inquiète, on a tout dans les papiers. Voilà, ouais. Je pense que la véritable certification qualité de l'entreprise aujourd'hui, ça devrait être le BSP. Mais voilà. Ça, voilà, le bon sens paysan, personne ne sait ce que c'est, quoi. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bruno. On va devoir se quitter là. Je rappelle que ce webinaire… Excusez-moi,
Oui. Est-ce que je peux juste intervenir pour 1 minute puisque c'est hyper intéressant ce qui a été dit par Guy et les commentaires de Bruno. En fait, moi qui ai passé plus que 7 ans dans la société française en tant que consultant avec des consultants, je suis venue, j'étais toute jeune, j'avais 25 ans et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, nous, les jeunes qui ont 25-30 ans, ce qu'on cherche, on cherche à courir après l'expérience et monter une expertise. Et c'était très dommage puisque justement, les gens que Guy a appelés, entre guillemets, les vieux cons, bon, moi, je les appellerai pas comme ça, mais pour moi, justement, on attend auprès des gens qui ont un certain niveau d'expertise. Et là, je dirais à partir peut-être de 50, 55 ans, nous, les jeunes, on attend beaucoup le partage de cette expertise. Et malheureusement, et ça, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas le cas de tous les gens qui ont atteint un certain niveau. En fait, je remarque que ce n'est pas chaque personne qui a l'âge justement 55, 60 et au-delà qui va vouloir partager. Et moi, je trouve que c'est très, très dommage puisque justement, les jeunes, voilà, on ne voit pas des gens âgés sous prétexte comme « Ah, quand est-ce qu'ils partent et ils me laissent leur place ?» C'est pas du tout ça. On les voit plutôt ce contexte à partager nous un peu pour qu'on puisse apprendre de vous. Et donc, ce que je trouve, je termine, mais ce que je trouve très dommage, c'est que avec le Covid et les conséquences de Covid, beaucoup de gens âgés, bon, c'est pas très âgés, c'est seniors, je dirais, et ont quitté en plus les sociétés. Donc aujourd'hui, on se retrouve, surtout dans les sociétés de consultants, on se retrouve plein de jeunes qui ne savent pas quoi faire, en fait, qui apprennent par eux-mêmes. Et pour moi, il y a 2 manières d'apprendre. Soit tu apprends avec un menteur, et là, tu progresses très vite. Soit tu apprends par toi-même et tu prends quasiment toute ta vie professionnelle qui peut durer 30-40 ans pour apprendre ou pour arriver au même but. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir à ce projet de management de transition, parce que je rejoins complètement Bruno avec ça, que oui, on a l'espoir que même si c'est des missions court terme, 6 mois, 1 an, mais si c'est les gens qui sont prêts à apporter leur expertise, peu importe l'âge, moi je trouve que c'est génial. Donc, merci beaucoup. Merci Olga. Bruno, tu veux dire quelque chose? Il faut retenir pour conclure un peu cette présentation et les différents échanges et l'interactions. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, de mon point de vue, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont en train de se déliter et de partir un peu en sucette, et je suis poli quand je dis ça. Aujourd'hui, le maître mot doit être d'arriver à trouver son chemin et à trouver sa route. Les gens répondent oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas facile, les entreprises, les contrats de travail, les CDI, etc. Ben non, mais globalement, on l'a quand même fait quand on faisait nos études, où on a choisi la destination des études qu'on faisait avec effectivement l'état de situation des établissements scolaires ou de formation qui étaient à notre disposition. Aujourd'hui, on est beaucoup trop contraint par l'impact médiatique où tout est gris, voire tout est noir, et où à l'arrivée, effectivement, un accident de la route d'un humoriste prend toute la place médiatique d'une situation, alors qu'en même temps, il y a des lois qui sont votées à côté dont on ne connaît pas le contenu. Et donc, effectivement, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir piloter sa vie, il faut effectivement choisir les structures. Et pour revenir à ce que disait Olga, effectivement, beaucoup de sociétés de consulting en France aujourd'hui sont des véritables machines à laver. Elles embauchent des gens avec des niveaux de diplôme parce que c'est bien d'avoir fait l'ENI de Tarbes, d'avoir fait l'INSA, d'avoir fait l'ENAC. Mais sauf qu'à l'arrivée, c'est juste la marque de l'école qui est importante et pas forcément l'expertise de la personne. Donc, effectivement, il faut peut-être un peu se faire violence, considérer que la rémunération ou le gain économique et la structure du contrat ne sont que des conséquences et effectivement partir sur une situation où on va investir personnellement sur la construction de sa carrière qui pourra nous permettre d'acquérir de l'expérience et qui, effectivement, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, commencera à nous permettre de gagner de l'argent et de gagner de l'argent
correctement, quoi. Après, c'est un challenge. Moi, quand j'ai créé DV Stratégie, j'avais 50 ans en plein Covid. Je n'ai pas gagné 1 euro entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Alors, heureusement, il y avait l'ARE de Pôle emploi qui est magique et il ne faut pas oublier qu'on a un vrai support en France qui est là-dessus. Mais effectivement, je n'ai pas gagné pendant 1 an, je n'ai pas pris ou reçu un seul fruit de mon travail quotidien, alors que j'avais des salariés qui gagnaient de l'argent et des clients qui gagnaient de l'argent grâce aux actions de mes salariés ou de mes experts. Donc, effectivement, à un moment donné, il faudra reprendre sur soi, investir un petit peu, se dire, bon, ben voilà, je vais tirer un trait sur mon niveau de rémunération, sur la stabilité contractuelle, mais par contre, je vais gagner en autonomie, je vais gagner en expertise et je ne serai jamais plus fort ou plus forte qu'aujourd'hui, demain, pour aller effectivement revaloriser mes compétences. Donc, je pense que c'est surtout ça aujourd'hui qu'il faut traiter pour redonner un petit peu de sens à notre quotidien. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir animé ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Donc, on le rappelle, il a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube Nena Calumni d'ici quelques jours. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les faire passer à Bruno par mon intermédiaire si vous voulez, ou je pense que le mail de Bruno est sur l'agenda en ligne, sur l'événement. Et c'est pas je pense d'ailleurs, c'est j'en suis sûre. Donc, voilà. Donc, très bonne journée à tous et puis à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Merci encore, Bruno. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.